Les épisodes 4, 5 et 6 de la saison 2 d'Andor constituent le deuxième arc de la saison, offrant romance, espionnage et une politique toujours captivante dans l'univers Star Wars. Allons, c'est l'heure de l'histoire, mon poulet au miel. On ouvre les petits volets. Cœur vaillant, œil sur la balle, on ne peut pas perdre. Le deuxième arc de la saison reprend un an plus tard, troquant l'action pour une véritable tragédie, la rébellion devenant trop importante pour être contrôlée par les deux camps. Mais à mesure que nous nous rapprochons de l'univers Star Wars, la série continue de s'avérer être un ajout véritablement unique à cette galaxie lointaine, très lointaine. Pour commencer, il m'est venu à l'esprit que je n'avais pas encore mentionné l'un des impériaux les plus importants, le chef espion de l'USB, le Major Pardagaz. Le vieux Lio Pardagaz est une présence si calme et incroyablement intelligente au cœur des opérations de contre-espionnage de l'Empire. Il est également à l'origine d'une de mes répliques préférées, l'une des lignes de dialogue les plus représentatives de ce second arc. La réplique apparaît dans l'épisode 6, lorsque Pardagaz confie la tâche de surveiller le programme d'interrogatoire en pleine expansion, la tactique de torture utilisée sur Bix dans la saison 1. Lorsque son subordonné déclare que c'est un honneur, Pardagaz est presque dégoûté et lui rappelle de calibrer son enthousiasme. C'est un autre moment d'humour sournois de la saison, mais il est aussi important pour comprendre le sujet de ce deuxième arc. Dans cette scène, c'est un superviseur du BSI, Yet, qui accorde une importance démesurée à une mission. Cette rébellion prend une ampleur indéchiffrable, mais Pardagaz est assez intelligent pour le voir et se moque allègrement d'un subalterne dont l'excitation a besoin d'être rééquilibrée. Ce deuxième arc est consacré à la perte de contrôle. On assiste à une égalisation des chances en pleine période de rébellion. L'ampleur du combat épuise tout le monde, qui commence à prendre des proportions plus importantes. Le BSI se plaint d'arrêter tellement de personnes qu'il ne parvient pas à assimiler correctement toutes les informations recueillies. Pendant ce temps, Luten ne compte plus le nombre de micros que Kleya et lui ont installés sur Coruscant, et cela commence à l'effrayer. Les moments forts de ces 3 épisodes se déroulent autour de la récupération d'un micro dans la collection d'art de Davo, sous les yeux de plusieurs officiers impériaux, dont le directeur de l'Étoile de la Mort, Orson Krennic. C'est aussi pourquoi une histoire d'espionnage est le véhicule idéal pour ce que Tony Gilroy et ses complices tentent de faire avec cette série. Cette saison est intrinsèquement un peu moins mystérieuse que la première, simplement parce que nous connaissons un peu mieux tous les personnages. La question passe de que manigance-t-il à comment s'en sortent-ils, et les complications qui en découlent sont toutes liées au manque de contrôle total. Cela a plusieurs effets. Premièrement, cette idée se répercute sur chaque personnage et chaque intrigue, ce qui, comme dans la première série d'épisodes, permet de rassembler des intrigues jusque-là disparates. On y voit des groupes sans lien entre eux gérer des situations très similaires. Deuxièmement, cela ralentit un peu le cours des événements, ce qui a du bon et du mauvais. Premièrement, le moins bon, je trouve que Bix a un arc narratif merveilleusement difficile dans ses épisodes. Sa version de la perte de contrôle consiste à gérer la consommation de drogue à laquelle elle a recours pour surmonter ses cauchemars du Dr Ghost et cette horrible torture sonique. Elle est également laissée pour compte pendant que Cassian est en mission, ce qui est évidemment difficile, mais aussi très éloigné de l'endroit où nous l'avons rencontrée pour la première fois dans la saison 1. Elle a payé un lourd tribut à cette rébellion, après y avoir été entraînée d'une manière qu'elle n'avait certainement pas prévue il y a quelques années. Mais le véritable point fort de cette série d'épisodes, c'est la découverte de Gorman, la planète qui abrite toutes ces araignées et tous ces précieux minéraux souterrains de l'Étoile de la Mort. Ce n'est pas rien que ses habitants parlent leur propre langue et soient sous-titrés. J'adore cette décision. Leur culture est dépeinte avec tant de minutie que ce que l'Empire leur fait subir est bien plus qu'une simple démonstration de fascisme ou la brutalité qu'ils sont prêts à affronter. Il s'agit de la tragédie d'une société riche et distincte livrée à la machine de l'Empire. Ils ont même leur propre doigt d'honneur apparemment inadmissible pour les réunions publiques. C'est un détail précieux, comparable à une bonne scénographie ou à un costume approprié. Il donne corps à un monde inédit et communique immédiatement que ce peuple mérite d'être reconnu. Et bien sûr, la clé de l'histoire des Gor dans ces 3 épisodes réside dans le fait qu'ils ne maîtrisent pas leur destin. Gorman n'est qu'un champ de bataille parmi d'autres pour lesquels la rébellion et l'Empire se disputent. C'est ce qui rend la planète si brillante comme point d'ancrage de l'histoire. Nous avons désormais un lien émotionnel avec ce lieu, symbole de l'essence même de cet arc. Tentez de maîtriser ce conflit. C'est à travers ce prisme que Cassian réalise que les rebelles en puissance ne sont pas prêts. Mais que peut-il faire? On voit Luten se dire prêt à les sacrifier si cela donne une mauvaise image de l'Empire et inspire des rebelles ailleurs dans la galaxie. On voit Vel et Cinta tenter de prendre en main leur destin, même si, finalement, elles ne peuvent pas à cause du rôle que la rébellion leur demande d'assumer dans des situations comme celle de Gorman. On voit l'Empire avec un plan pour plonger la planète dans le chaos, ce qui est en fait un plan de secours au cas où il ne trouverait pas d'alternative aux minerais.
Gorman est coincé entre les deux, sans aucune influence sur la tournure des événements, mais son peuple veut essayer. C'est une histoire parfaite pour illustrer les tensions de la rébellion, tout en nous impliquant émotionnellement dans sa survie. Et c'est finalement ce qu'a toujours été Star Wars. Soutenir la rébellion était autrefois décrit avec un pinceau beaucoup plus large, mais cela n'a jamais été aussi nuancé et intriguant que ce que fait l'équipe derrière la série. La relation entre Cyril et Dedra reste peut-être l'aspect le plus fascinant de la saison 2, surtout avec l'ingéniosité des scénaristes qui ont placé Cyril aux côtés de Gorman. Il y a une scène géniale entre Cyril, Dedra et le Major Partagaz où on le voit se faire piéger exactement de la même manière que Gorman. C'est tellement insidieux d'exploiter les ambitions de Cyril. Il est manipulé par Dedra et le BSI d'une manière qui commence à me faire vraiment de la peine pour lui. Et je ne pense pas que Dedra soit ravi de ce qu'elle doit faire non plus. Quoi qu'il en soit, la situation est hors de contrôle. Pendant ce temps, au Sénat, Mon perd elle aussi le contrôle. On voit dans un superbe montage ses échecs politiques, tandis que ses collègues sénateurs refusent de céder par crainte d'une réaction impériale. L'efficacité de Mon décline même dans sa façon de se présenter comme une sénatrice gênante mais finalement inoffensive. Sa réplique « Trouvons-nous les criminels » ou « L'écrions-nous » est excellente. Elle tente de s'opposer plus directement et ouvertement à l'Empire, et cela s'avère moins efficace que ses obstructions plus décontractées. Le seul personnage de cet arc qui ne se soucie pas vraiment de contrôler la situation est Saw Gerrera. L'ironie dramatique de son personnage, le fait qu'on le voit exploser avec le reste de Jedha dans Rogue One et qu'il s'épanouit pleinement dans cet environnement. C'est une excellente idée qu'un personnage soit parfaitement conscient et parfaitement prêt à ce que cela ne finira pas bien pour lui. Ce contraste est essentiel pour raconter cette histoire. L'objectif d'Andor est d'éviter le schisme du bien contre le mal, comme dans le Star Wars original, et d'explorer les zones d'ombre et les luttes intestines qui émergent lorsqu'une révolution est organisée. Cela dit, le contraste de cette histoire est également essentiel. Le rôle de Saw dans cette série d'épisodes est celui qui ressemble le plus à une petite affaire avant Rogue One. On n'apprend rien de nouveau sur Saw et la façon dont il radicalise Wilmon ne pousse pas le personnage plus loin que ce qu'il était déjà. Les voir sur cette planète, un lieu que nous connaissons grâce au réveil de la Force, m'a un peu déstabilisé. J'ai l'impression que Andor est tellement dépourvu de ce genre de choses que quand on en voit un, ça me fait sortir de l'épisode. Enfin, ce n'est pas comme si Yoda était apparu de nulle part. Merci au créateur. Il limite donc au maximum les liens avec les autres projets les plus importants. Comme je l'ai mentionné plus tôt, il y a du positif à diminuer un peu le rythme avec ces 3 épisodes, mais il y a aussi quelque chose qui me manque peut-être. De bonnes vieilles séquences d'action Star Wars. On en a un peu dans le chapitre 1 avec Cassian volant le chasseur et fuyant la planète agricole, mais après 6 épisodes, rien d'aussi palpitant que Luten échappant à l'Empire, comme dans la première saison où le braquage et la fuite d'Aldani. Mais Andor ne se concentre pas sur les frissons habituels, c'est tout à fait intentionnel. C'est le côté oublié de la rébellion, le côté qui ne remportera pas 2 médailles sur scène devant toute l'équipe et que nous, le public, connaissons moins. Donc, de ce point de vue, ça ne devrait pas ressembler au Star Wars que nous connaissons depuis les années 70. C'est une série sur les petites victoires aux implications plus importantes. Pourtant, une part de moi aurait voulu un peu plus d'action dans ces épisodes. Certes, je pourrais très bien me tromper, mais c'est un peu étrange de terminer la semaine avec Leia peinant à retirer un micro d'un vieux livre de pierre, aussi tragique que soit la mort de Cinta, la raclée bien méritée que Vel inflige au rebelle Gorman, qui l'a tué et quelque peu atténuée par les rires de Luten et Leia en quittant la fête. Et j'étais très impatient que Bix prenne sa revanche sur le Dr Ghost, car je suis investi dans son personnage et c'est une merveilleuse conclusion l'idée de reprendre un certain contrôle à la fin de cet arc. Malgré tout, l'épisode 6 se conclut de manière assez inégale. Cassian et Bix parviennent à s'échapper d'une explosion, ce qui est toujours cool, c'est déjà ça on va dire, mais si j'ai besoin de plus d'action dans cette série en particulier, il est probablement temps de modérer mon enthousiasme, ou peut-être d'attendre la suite. L'un des éléments que j'ai immédiatement remarqué et apprécié dans ces épisodes est l'accent mis sur les relations amoureuses. Les anciens films Star Wars avaient tendance à privilégier une romance, que ce soit Han et Leia dans la trilogie originale ou Anakin et Padmé dans les préquels. Cependant, les différentes séries Star Wars et la plupart des autres films avaient tendance à reléguer la romance au second plan. Andor change la donne. Tout au long de l'arc 2, l'accent est mis sur 3 relations amoureuses. Cassian et Bix, Cyril et Dedra, que j'ai déjà évoqué plus tôt, et Vel et Cinta. Le couple Vel et Cinta est peut-être le plus captivant de l'acte 2. Naturellement, cette relation est l'une des seules représentations d'une relation LGBTQ+, dans Star Wars qui concerne des personnages principaux, ajoutant une certaine maturité à la série. Au-delà de cela, la manière dont leur histoire se déroule ici est véritablement déchirante. La mort de Cinta est dépeinte comme une triste victime de la rébellion, un trait que la série excelle à dépeindre alors que l'alliance rebelle de Star Wars se développe. Mais finalement, l'un des seuls problèmes que j'ai eu avec cette série d'épisodes est simplement l'éloignement du personnage principal de l'intrigue. Sa relation avec Bix était agréable à voir et sa brève excursion à Gorman était amusante, car nous avons vu Cassian incarner un aristocrate. Toutefois, Cassian n'était pas impliqué dans le braquage comme il avait été aux côtés de Cinta et Vel dans l'arc Adani, ce qui le rendait quelque peu insignifiant dans l'épisode 6. En particulier, mis à part cela, l'acte 2 de la saison 2 d'Andor était tout aussi agréable que son prédécesseur. Et dire qu'on est déjà à la moitié de saison.
Et oui, il reste 2 arcs et après c'est fini. Toi, qu'est-ce que tu as pensé de ces 3 épisodes? Fais-le moi savoir dans la zone commentaire. Sinon, comme d'habitude, bisous bisous d'une galaxie lointaine, très lointaine. Que la force soit avec toi. Bye bye. Il est impossible de compter sur les autres de nos jours. On est obligé de tout faire soi-même. Je me trompe? Rien de grave. J'avais tout prévu. Où va le monde? Je vous le demande.